Bonjour Monsieur Ba, bienvenue chez Oliab. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît? Bonjour Monsieur Ba, je vous remercie de l'invitation. Moi c'est Ba Alpha Amadou, je suis guinéen. J'ai étudié en République de Guinée, j'ai fait mon primaire et mon collège en République de Guinée. Ensuite, je suis venu poursuivre mes études en République française où je me Oui, suis exactement. à Lille, précisément à Lille. Ensuite, j'ai fait ma licence de droit à Lille et j'ai fait un master de droit de l'immobilier public à l'université de Paris-Saclay. Merci pour cette présentation. Vous êtes le petit-fils de El Hadj Biro Diallo. Et nous vous recevons d'ailleurs dans des temps un peu tristes. Ce doyen a tiré sa révérence il y a quelques temps. Est-ce que vous pouvez juste nous présenter l'homme qu'il était et surtout peut-être nous donner une anecdote sur lui de vos souvenirs d'enfance? Oui, je vous remercie. El Hadj Boubacar Biro, il est né en 1922 à Dialloyabé à Kourou et en 1932 il intègre l'école française. En 1945, il intègre l'école primaire de Camille à Conakry et ensuite il a été admis en 1945 au Sénégal à l'école William Normal Ponty du Sénégal où il a été formé en tant qu'instituteur. À l'instar des présidents de la République, des chefs de l'État. Et en 1945-1948, après ses études à l'Institut normal de William Ponty, il, il sert en tant qu'instituteur à Sébikotane à Dakar avant de revenir servir son pays en République de Guinée. À son arrivée en République de Guinée en 1948-1949, il fut enseignant, instituteur dans différentes écoles de la République de Guinée, notamment à Kankan, à Kebali, à Télémélé et à Timbo. Et en 50, il rencontra Sékou Touré. En 50-54, ils feront le combat pour avoir l'indépendance en République de Guinée. Il fut un des délégués qui ont dit non au général de Gaulle en 58. Au référendum de Gaulle en 58 et la Guinée fut indépendante en 58. Entre 60 et 61, il continua en fait son combat, il devient directeur à Kankan, ensuite il devient gouverneur à Koundara. Et après 83, après la mort de Sékou Touré, il rencontra le président Lansana Conté. Et avec le président Lansana Conté, ensemble, ils créent en fait le PUP, le Parti de l'Unité et du Progrès. Il devient le secrétaire fédéral de ce parti. Ensuite, il devient président de l'Assemblée nationale après les élections de 93. Et il devient président de l'Assemblée nationale de 95 en 2002. Voilà son parcours. Merci pour ce résumé. Vous étiez très très jeune à l'époque. En 2002, vous aviez quel âge? En 2002, j'avais 5 ans. Et est-ce que vous vous souveniez un peu, est-ce que vous vous souvenez de ces journées en tant que président de l'Assemblée nationale ou est-ce que vous avez une anecdote d'un jour où il vous a amené dans l'hémicycle? Moi, je me souviens juste des vacances que nous avons passées ensemble. Et quand il était président de l'Assemblée nationale, donc, comme je t'ai dit, j'étais jeune, j'étais petit, donc on avait une image d'un grand-père bienveillant, d'un homme juste et sage et qui aimait bien sa famille. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des combats politiques de Feu El Hadj Biro, ses réalisations et surtout les choses marquantes qu'il a eu à faire durant son, je dirais pas son mandat politique, mais durant sa vie politique? Il s'est, il s'est vraiment engagé très jeune en politique. Comme je vous ai dit, c'était un combattant pour l'indépendance de la République de Guinée. Ensuite, après l'indépendance de la République de Guinée, il a eu des combats politiques qu'il a eu à faire, notamment quand il a été président de l'Assemblée nationale de la République de Guinée. Il a défendu, on va dire, certains députés de la République de Guinée, tels que le président Alpha Condé. Le contexte dans lequel il a défendu, c'est parce que le président Alpha Condé, c'était une personne qui
qui combattait en fait l'injustice à l'Assemblée nationale, qui combattait l'injustice qui se faisait avec le PUP, le Parti de l'Unité du Progrès. Et le régime Lansana Conté l'a condamné dans ce sens. Et mon grand-père, en tant que président de l'Assemblée nationale, il a insisté à ce qu'on lève l'immunité parlementaire du président Alpha Condé avant de le condamner. Et ce qui n'a pas été fait. Pour cela, il a vraiment combattu, il a vraiment défendu et il défendait en fait tout ce qui était en République de Guinée. Ça, c'était l'un de ses premiers combats. Ensuite, quand il était président de l'Assemblée nationale aussi, au temps de Lansana Conté, il y avait eu, on va dire, une minuterie qui s'est passée en République de Vous Guinée. voulez dire une mutinerie? Oui, plutôt une mutinerie. En République de Guinée en 1996. Donc, et Lansana Conté a condamné à torturer certains militaires de l'époque. Et mon grand-père était contre ça, il était contre cela. Donc, cela aussi l'a un peu éloigné du président Conté. Et ensuite, il y a eu l'affaire Kapoor-Rai. Donc, l'affaire Kapoor-Rai, au temps du régime Lansana Conté et au temps de la présidence de mon grand-père, c'est une affaire qui ne date pas de la présidence d'Alpha Condé. Comme on sait, le domaine public de l'État, c'est un domaine inaliénable, imprescriptible. Donc, au temps de Lansana Conté, mon grand-père, il avait comme objectif avec le président Conté, comme priorité, c'était l'éducation. C'était aussi la construction. C'était également favoriser la sécurité dans le pays et avoir une paix, une quiétude dans le pays. Et Lansana Conté, il n'a pas respecté son engagement auprès de mon grand-père et auprès du peuple de Guinée. Donc, il a dû déguerpir certaines populations de Kapoor-Rai et cela a entraîné en fait des manifestations. Et il a torturé certaines personnes qui ont manifesté. Et dès que mon grand-père a eu écho de ça, il a manifesté en fait, on va dire, son mécontentement face à Lansana Conté. Il est allé le voir, il lui a dit qu'il n'a pas respecté son engagement, il était mécontent, il était contre les tortures qui se faisaient. Et c'est là, il a commencé en fait, c'est là en fait, il y a eu, on va dire, une distance qui s'est créée avec le président Conté. Ça, c'est lors de l'affaire Kapoor-Rai. Ensuite, nous avons l'affaire des mutins en 1996. L'affaire des mutins en 1996, il y a des militaires qui ont manifesté contre le régime Conté et il a arrêté certains mutins et il les a enfermés. Et il les a torturés par après. Et là aussi, mon grand-père, il était contre en fait ces tortures. Donc, pour lui, c'était une violation aux droits de l'homme. C'était une violation en fait contre leur engagement et aussi contre l'injustice dans le pays. Il défendait, il devait combattre l'injustice dans le pays. Donc, cela encore l'a distancé du président Conté. Donc, on va dire c'était la plupart en fait de ses engagements, c'était il n'aimait pas la marginalisation des élites. Il n'aimait pas aussi, on va dire, les tortures, le travail forcé. Donc, ça, c'était ses engagements avec le président Conté et aussi ses engagements au peuple de Guinée. Donc, il a toujours voulu servir en fait le peuple de Guinée en respectant le droit. Donc, c'était ces différents acquis. Pour revenir sur les dissensions entre El Hadj Biro et Lansana Conté, votre grand-père a d'ailleurs créé le MORAD, qui est le mouvement contre le référendum et pour l'alternance démocratique. Oui. Est-ce que ça a contribué un peu à l'éloignement qui était déjà annoncé entre votre grand-père et Lansana Conté, et surtout, est-ce que le fait qu'il ait défendu Alpha Condé, qui était poursuivi, persécuté, il était député et il s'est présenté à la présidentielle, est-ce que ça a accéléré un peu le déclin politique de votre grand-père? En fait, oui, il a créé ce mouvement, il était à la tête de ce mouvement. En fait, pour moi, ça n'a pas été un déclin politique pour lui, plutôt une réussite. Parce qu'il a été élu en 1995, il a terminé son mandat en 2002. Il était contre ce troisième mandat du général Lansana Conté.
Donc lui, il a toujours eu le sentiment d'avoir bien réussi, le sentiment d'avoir défendu ce qu'il voulait. L'injustice, l'honnêteté et le respect de sa parole donnée, quand il s'agit de donner sa parole au peuple de Guinée. Donc il a défendu Alpha Condé, il a, il a défendu la Constitution parce qu'il était à la tête après l'adoption de la loi fondamentale, les premiers textes qui ont été écrits à la Constitution quand il était élu président de l'Assemblée nationale. Pour lui, c'était un combat depuis des années, depuis l'indépendance. Donc, il ne fallait pas en fait baisser les bras et perdre tous les acquis qu'ils ont eu à construire. Et pour ne pas aussi violer son droit, ses paroles, au peuple de Guinée, son engagement. Donc pour lui, ce n'était pas un déclin. C'est juste un mouvement qu'il a créé pour défendre le droit. Ok, c'est très très clair. Pour revenir à la Constitution, il s'est opposé à Lansana Conté, je pense que vous l'avez dit. Euh, Pourquoi est-ce qu'il choisirait de s'opposer à Lansana Conté alors qu'il est président de l'Assemblée nationale, alors qu'il peut bénéficier des avantages de ce régime-là? Pourquoi s'opposer à ça? Et mon grand-père, lui, il a toujours été un homme qui ne se glorifiait pas de ce qu'il avait. Il était, pour lui, ce qui a influencé son engagement, en fait, c'est le travail forcé. C'est la marginalisation des élites africaines. C'est Par qui? par la marginalisation des élites africaines par, on va dire, à l'époque coloniale. Quand je parle de l'époque coloniale, à Ok. l'époque coloniale, Donc des Français? exactement, à l'époque coloniale. Et ensuite, aussi le travail forcé et également l'injustice. L'injustice. Donc, pour moi, mon grand-père, il a été un homme de droit, un homme juste et intègre dans son travail. Donc, pour lui, il n'était pas, on va dire, attiré par les biens matériels ou raison de plus, après son mandat, il s'est retiré de la vie politique parce que il n'avait plus les mêmes, on va dire, les mêmes idées politiques. Donc, comme je vous ai expliqué précédemment, il a défendu en fait l'injustice, par exemple les tortures. Il a accusé même son propre parti de violation des droits de l'homme. Le Donc, PUP du coup? du PUP. Ok. Et à côté, vous avez des observateurs ou même des déclarations qui datent de 2019. Non, même pas, même avant 2019, qui datent de 2007, de la période 2007 à 2010, Oui. où il y avait l'avènement du CNRD. Euh, CNDD, autant pour moi. Il a traité Dadis Camara de Messie, de Moïse plutôt. Et quand on regarde ce qu'il en est advenu, est-ce que c'était pas une erreur de jugement ou est-ce que c'était pas une façon de légitimer un peu quelque chose qui n'est pas défendable? En fait, mon grand-père, il a toujours été pour les fils du pays. Il a toujours été pour le droit. Et comme vous avez dit, il a créé un mouvement pour défendre le peuple de Guinée et la Constitution. Après 2002-2007, lui, il était toujours accueillant par chaque jeune, chaque personnalité qui venait le rencontrer dans son village, qui venait le rencontrer pour avoir des conseils politiques et les accompagner. On le sait tous, tout homme politique qui vient au pouvoir, il a, il a, on va dire, de bonnes intentions. De bonnes intentions. Ce n'est pas un prédicateur, il ne peut pas prédire l'avenir. Mais les premiers instants de pouvoir de Dadis Camara, c'était, on va dire, c'était des instants de pouvoir qui avaient donné de l'espoir aux Guinéens. Et par après, on a vu ce qui s'est passé. Donc pour moi, il était sorti de la vie politique depuis très longtemps. Il voulait qu'il y ait la paix en République de Guinée, qu'on parte à une démocratisation. Et cela n'a pas été fait, malheureusement, mais il n'y pouvait rien. Il ne pouvait que accompagner le peuple de Guinée dans la quête à la démocratie, parce que c'était les discours qu'on nous a vendus tous. Votre grand-père s'est retiré en 2002. Il est resté relativement silencieux. Est-ce que vous avez grandi avec lui au village, à Mamou, à Koro précisément, ou est-ce que vous étiez dans un endroit différent?
Et surtout, comment est-ce que son rôle de grand-père vous a impacté plus tard? Oui, en fait, mon grand-père, quand il s'est retiré de la vie politique en 2002, il est allé à Mamou. Et nous, ses petits-enfants, on le voyait régulièrement, chaque vacances, on passait du temps avec lui, il nous donnait des conseils. Donc, il nous a impacté plus ou moins positivement parce qu'il nous a toujours transmis les valeurs de l'honnêteté, de l'intégrité et aussi le sens du service public et de l'intérêt général. Et il nous a toujours conseillé aussi avec le monde d'être toujours juste et d'être aussi droit et de ne pas avoir peur de dire la vérité. Donc il nous a influencé positivement. Ok. Et est-ce que peut-être dans la vie de tous les jours, il y avait cette dualité entre l'ex-homme d'État et le présent homme de famille? C'est-à-dire, est-ce qu'il avait peut-être des penchants autoritaires ou est-ce qu'il était assez pédagogue dans sa façon de faire? Et pour nous, il n'y avait pas une dualité parce que il a toujours été un homme de principe et de valeur. Donc il a éduqué ses enfants et ses petits-enfants avec le respect, avec nous inculquer en fait des valeurs. Donc même en tant que président de l'Assemblée nationale, il n'y avait aucune différence euh, entre El Hadj Boubacar Biro Diallo, président de l'Assemblée nationale, et El Hadj Boubacar Biro Diallo, chef de famille. Il ne faisait aucune différence. On se sentait bien, on se sentait en famille. Donc pour moi, il n'y avait aucune dualité, il n'y avait aucun autoritarisme. C'était quelqu'un de juste. Il n'était pas autoritaire, c'était quelqu'un de juste et de droit. Est-ce que le fait que vous ayez grandi dans un environnement euh, qui peut être considéré politique a influencé votre choix de carrière? Et bien évidemment, cela a influencé un choix de carrière. Et en plus, comme vous le dites, c'est un environnement politique. Et puis quand on prend le cas de El Hadj Boubacar Biro Diallo, c'est un cas, il est né dans une famille féodale, de Diallo Yabé de Kourou, Féodal, c'est-à-dire? c'est-à-dire une famille on va dire de chefs, d'une famille de chefs. Son père était chef de village, chef de canton, donc cela a commencé là-bas. Ok. Et donc, on va dire, cet héritage politique s'est fait de manière naturelle. Donc, étant donné qu'il nous a inculqué des valeurs de droit et des valeurs du service public, donc tout naturellement, on va dire, on a pris ces valeurs et ces principes. Est-ce que vous avez la pression de la réussite après juste, juste par le fait d'avoir un grand-père comme El Hadj Biro? On n'a pas la pression de la réussite. On a plutôt le sens Peut-être de... la pression du devoir patriotique. Je ne dirais pas qu'on a une pression de devoir patriotique, mais quand même, c'est un homme qui a quand même fait beaucoup d'acquis et qui est respecté de tout le monde et qui est un homme de droit. Donc, plutôt, on ne le prend pas comme une pression, on le prend comme une fierté. On le prend comme une ligne directrice qu'on doit suivre. Donc, ça nous impose et ça nous oblige d'être droit parce que c'est une question de lignée. Donc, on a l'obligation morale et l'obligation aussi physique de respecter, on va dire, sa mémoire, de respecter en fait ses valeurs et de respecter tous ses acquis. Donc, c'est tout naturellement nous, ces petits-enfants, ces enfants, de continuer en fait ce principe de valeur et service public. C'est très très clair. Euh, Est-ce que vous pensez, maintenant qu'il a tiré sa révérence, euh, que son rôle et son impact a été pleinement reconnu par les Guinéens et par les autorités précédentes ou actuelles? Et les autorités précédentes, je dirais que son rôle a été plus ou moins reconnu. Après, l'autorité actuelle, oui, et on l'a bien vu. Le Le CNRD? CNRD a vraiment reconnu, en fait, on va dire, l'homme qu'il est, euh, la- l'homme qui a servi le peuple de Guinée, l'homme avec ses principes, ses droits. On l'a vu lors de son décès, il y avait eu des, des hommes politiques qui étaient présents, des hommes venus d'ailleurs, du village.
de partout de la Guinée. Toute la Guinée était représentée, que ce soit la Haute-Guinée, la Guinée forestière, la Moyenne Guinée, tout était représenté à Mamou. Donc c'était vraiment un sentiment de fierté et d'honneur. Et j'en profite également pour remercier en fait les autorités et toutes les personnes qui ont, on va dire, qui ont accompagné et qui ont soutenu la famille lors de ces, on va dire, lors de ces obsèques. Ok. Est-ce que actuellement, dans votre famille, vous pensez ou est-ce que vous estimez qu'il y a une action concrète qui peut être faite pour honorer encore plus sa mémoire? Oui, en fait, il y a des actions concrètes que la famille aimerait bien faire, parce que c'est un monsieur qui a marqué en fait la Guinée, qui a marqué en fait l'histoire de la Guinée. Donc, je pense que ces enseignements devaient être, on va dire, ces acquis, ces valeurs devaient être enseignés à l'école. Aussi avoir un mémorandum à son nom, parce que la Guinée a traversé plusieurs moments d'instabilité politique. D'abord, on a eu un moment où on a eu la colonisation, ensuite nous avons eu l'indépendance, ensuite il y a eu des différents régimes qui sont venus, notamment le régime de Conté, et par après il y a eu une succession de régimes de transition militaire. Donc le fait qu'on est passé à ces différents types de régimes et qu'on a instauré en fait pendant sa période une assemblée qui a été élue, le multipartisme, donc pour moi ça doit être un fait marquant de l'histoire de la Guinée qui doit avoir des acquis. Et cela a été vu de manière succincte lors de ses obsèques, les honneurs qu'il a eus. Et je réitère encore aussi, on va dire, le soutien à la famille et aussi à ses petits-enfants, à ses enfants, et également au peuple de Guinée qui l'ont soutenu jusqu'à sa dernière demeure. A-t-il tenté d'inculquer à ses enfants une certaine vision du devoir public ou du service à la nation? Ses enfants et à ses petits-enfants. Oui, pour moi, il a tenté tout naturellement en fait d'intégrer cela, parce qu'il y a une de ses filles qui a été, on va dire, députée de Mamou, également une nominale de Mamou, et vice-présidente de la commission des finances. Ce qui est Fatmata Birou Diallo, et qui a aussi défendu le droit et qui a aussi fait quelques acquis à Mamou, notamment la construction de certains puits au fond de Mamou, et aussi elle a veillé à ce qu'il y ait aussi la valorisation de la femme en République de Guinée et à Mamou précisément. Et aussi elle avait pour objectif aussi de défendre aussi beaucoup le droit des femmes, parce qu'à l'époque, au moment où elle était députée, il y avait beaucoup de violations. En fait, il y avait beaucoup de viols en République de Guinée des jeunes filles. Donc ça, c'est un de ses combats également politiques et qu'elle compte mener. Et est-ce la seule qui a essayé de porter, par exemple, son héritage au niveau du devoir public, ou est-ce qu'il y a d'autres membres de la famille qui s'inscrivent dans cette logique-là? Oui, il y a d'autres membres de la famille qui s'inscrivent dans cette logique. En fait, c'est une famille, on va dire, politique de base. Et tout comme aussi ses petits-enfants. Donc nous sommes tous inscrits dans l'esprit du devoir public, du service public de la nation. Oui, les hommes politiques, les hommes qui ont un même calibre que mon grand-père, devraient écrire des mémoires pour le bien de la future génération, pour le bien en fait du peuple de Guinée ou même pour l'extérieur aussi. C'est bien d'avoir des valeurs. Ça va nous permettre en fait d'avoir une idée claire en fait du développement, une idée claire en fait de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire pour pouvoir développer par exemple un État, pour pouvoir avoir un État plutôt démocratique, parce que comme je vous ai dit auparavant, mon grand-père c'est une personne qui s'est vraiment battue pour l'intégrité et pour l'indépendance de la Guinée. Donc en ce sens, quand il y a un mémoire dessus, ça permet en fait aux futures générations d'être motivées et de continuer le combat. Donc c'est pour cela que je vous ai dit, tout naturellement, il a inculqué
à ses enfants, à ses petits-enfants, le devoir civique, le devoir de l'intérêt général, le devoir de vouloir se battre. Comme anecdote, il nous disait souvent, un homme qui est bien né, c'est un homme qui se bat. C'est un homme qui, qui est prêt à sacrifier, on va dire, sa vie pour la nation. Prêt à perdre sa vie pour la nation, pour l'intégrité et pour le peuple de Guinée. Donc pour le résumer en une seule phrase, je dirais servir la Guinée dans l'intégrité, dans l'honnêteté, pour le meilleur et pour un avenir meilleur pour le peuple de Guinée et aussi pour les futurs enfants et petits-enfants. Ce qui me conduit à venir faire ce témoignage ici auprès de vous. Et est-ce qu'il y a une phrase que votre grand-père aimait bien répéter? Il disait, un homme bien né, c'est un homme qui n'a pas peur de la difficulté, qui n'a pas peur de combattre, qui n'a pas peur de perdre sa vie pour l'intérêt général et pour le service public. Et c'est un homme qui est beaucoup ancré dans la religion. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a transmis et est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu pleinement avec lui? Oui, il nous a transmis cet héritage en fait religieux, cet héritage aussi culturel aussi. Il n'y a pas que religieux, culturel également. Donc c'était vraiment un homme qui était ancré à la religion, qui croyait en Dieu. Pour lui, tout ce qui se fait, c'est Dieu. Donc c'est pour cela qu'il ne se glorifiait pas de ce qu'il faisait. Plutôt, il se contentait de ce qu'il avait. Johnny, Alpha Amadou annini da leydi France ɗo ko honɗum haalanta sukaɓe wonɓe ɓen ga et surtout sukaɓe wonɓe ɓen lagine faalaɓe argol ga. Mi alaneɓe yo ɓe wakkilo, mi alaneɓe yo ɓe gollu, yo ɓe jangu moƴƴa e taɓe yeggitu lagine. Taɓe yeggitu lagine, mi halaneɓe kadi yo ɓe manito o himɓe lagine no besoni. Mi halaneɓe yo ɓe taɓe yeggitu on to ɓe yiwi yo ɓe jangu moƴƴa ɓe jokku golleji mawɓe e hamɓe. C'est ça. Merci de nous avoir entretenus. Est-ce que, en mot de la fin, vous aurez quelque chose à ajouter, un message à faire passer ou quelque chose, une bouteille à la mer? Oui, je dirais en fait au peuple de Guinée d'être uni, d'être solidaire et de ne pas abandonner en fait les différents acquis de démocratie et de ne pas, on va dire, de se battre et d'être honnête, d'être intègre et de se battre pour le service public de l'intérêt général afin que tous les citoyens et concitoyens guinéens puissent évoluer dans de bonnes conditions. Et je dirais également d'être unis, intègres et pour un avenir meilleur pour la République de Guinée. Et je vous remercie aussi de l'invitation et à très bientôt. Merci.